La délibération numéro 2 sur la stratégie de métropole zéro déchet sur laquelle, qui sera présentée à plusieurs voix, à 2 voix, Monsieur Vasquez, vice-président, et Mme Serrano, dont je veux l'un et l'autre saluer l'action et tout le dialogue qu'ils ont noué avec l'ensemble des maires de notre métropole sur cet enjeu qui est notre compétence, celui des déchets, où nous devons opérer des choix importants, là aussi, qui reposent sur la responsabilité, sur la sensibilisation. Et donc je cède tout de suite la parole à François pour la présentation, qui fait à l'oral. La délibération est suffisamment complète. Le cas échéant, évidemment, dans le débat, il pourra compléter. Cher François. Merci, Président. Bonjour à toutes et tous. J'aimerais commencer par une phrase de Montesquieu. Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations contraires, celle de nos pères, celle de nos maîtres et celle du monde. Ce que nous dit la dernière renverse toutes les idées des premières. Je pense que cette citation Montesquieu est très explicite pour ce qui se passe de nos jours. Je viens d'entendre le Président parler de ressources à préserver, de sobriété, de prise de conscience par rapport aux enjeux notamment climatiques et environnementaux. Et il est évident que nous devons tirer toutes les leçons de celles que nous dicte, je dirais, le monde en règle générale et notre environnement en particulier. Alors pourquoi nous allons donc vous présenter notre stratégie zéro déchet pour la métropole? Et dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est pouvoir vous expliquer pourquoi elle est d'une absolue nécessité. La première, c'est une politique, évidemment, qui est une politique de rupture par rapport à celle que nous avons pu voir être mise en place les décennies précédentes. Cette politique de rupture, si vous le permettez, n'a pas de plan B. Nous avons une succession d'épées de Damoclès que je décrirai plus loin au-dessus de nos têtes et pour le mandat à venir. Les enjeux et les risques économiques et environnementaux ne sont pas à l'échelle d'une décennie, de 2 décennies, voire plus. Ils sont à l'échelle de ce mandat. Ça, c'est pour signer le facteur d'urgence de notre politique. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une partition, cette politique, et c'est une partition qui doit être, que chacun doit s'approprier, qu'on doit pouvoir jouer ensemble, parce que sinon, cela n'aura pas de sens, cela n'aura pas d'efficacité, cela n'aura pas de résultat. Il faut que vous sachiez que cette politique n'est pas une succession d'expérimentations. Tout ce qui vous est proposé a été éprouvé par ailleurs. Les expérimentations dans la politique des déchets, c'était le passé. Quand on a fait une énorme usine de tri mécano-biologique, on a fait une expérimentation à ciel ouvert. Ça n'est pas du tout notre enjeu et notre but. Vous savez, quand on parle de la politique de déchets, on doit parler des contrôles des coûts. Mais qui s'en est préoccupé jusqu'alors? Alors, il ne faudrait pas parler du passé. Et pourtant, je pense qu'il faut parler du passé pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Car nous sommes passés dans la politique des déchets d'erreurs au mensonge, et comme je l'ai souvent dit, du mensonge au déni. Le fait d'éprouver des brevets industriels, avec ce que j'ai appelé aussi pendant longtemps un esprit process, provoquait le fait que tous nos déchets devaient passer par le même prisme. Notre politique est extrêmement multiple, et vous verrez dans sa déclinaison qu'elle offre une multiplicité d'options qui est assez considérable, toutes dans le sens d'une optimisation économique, de l'enjeu environnemental et du respect de l'enjeu sanitaire et social. Les déchets ont été mis sous le tapis, on le sait, ont pioché allègrement dans le budget général sans crainte ni vergogne. On faisait des mauvais choix qu'on revendiquait. Maintenant, j'ai conscience d'une chose, c'est que notre politique se heurte à une première résistance. C'est la résistance de ceux qui veulent que rien ne change. Comme je l'ai déjà dit, ceux qui veulent que rien ne change ont déjà eu un mandat en termes de déchets, c'était le précédent. Maintenant, nous allons changer la donne, nous allons modifier jusqu'à nos outils industriels, car jusqu'à présent,
La clé de voûte de notre système de déchets, c'était l'usine améthyste. Or, le mal était incurable parce qu'il était dans le remède même. Il était dans la solution qu'on avait cru trouver à notre problématique des déchets. Si je vous dis qu'il n'y a pas de plan B, c'est pour tout de suite clarifier une situation. Ce sujet étant depuis trop longtemps sous le tapis, il se prête plus que tout autre aux préjugés et aux présupposés. Là, on pourrait citer Rousseau, la plupart des avis sont fondés sur des préjugés. Dans le domaine des déchets, c'est le cas, et certains pourraient penser que cette politique a une alternative. On pourrait très bien mettre à nouveau un incinérateur. On pourrait très bien développer une filière qu'on appelle maintenant CSR, c'est-à-dire une filière déguisée d'incinération. On brûle les plastiques pour faire des chaufferies. Je veux que vous sachiez que ces options n'en sont pas. Elles présentent le même type d'impasse qu'a présenté Améthyste en son temps, en 2008. Donc ce n'est pas dans cette direction qu'il faut que notre métropole s'engage. Notre métropole doit s'engager sur une politique radicalement différente. J'aimerais déjà fixer, parce que cette politique est très complexe, mais pour vous montrer le niveau de gabegie. Nous avons un exemple simple, 12 000 tonnes de verre encore, dans notre poubelle grise. Si nous arrivions à extraire 5 000 tonnes sur ces 12 000, c'est un pari qu'on peut relever. Si 5 000 tonnes de ces bouteilles de verre qui étaient mises dans des points d'apport volontaires, au lieu de se retrouver dans les bacs gris, nous économiserons chaque année 2 millions d'euros sur le traitement. Il faut qu'on se représente à chaque fois ce que représente en coût économique la transformation d'un geste civique qui est de ne pas jeter son verre, notamment dans la poubelle grise. Bien sûr, tout l'enjeu que nous avons, c'est de donner tous les moyens à chacun de pouvoir effectuer tous ces gestes de tri dont nous reparlerons. J'aimerais tout d'abord revenir rapidement sur l'absolue nécessité. Je vous ai parlé d'épées de Damoclès successives. Damoclès en avait qu'une au-dessus de sa tête, nous on en a plusieurs. Alors autant les évoquer, autant les regarder en face, puisque je vous ai le dit, ça va se passer sur ce mandat. Il y a une équation économique qui est intenable. L'équation économique de ce mandat va être basée sur deux flambées. La flambée des tonnages et la flambée des coûts. La flambée des tonnages, parce que nous allons prendre 25 000 nouveaux habitants avant la fin du mandat. 25 000 nouveaux habitants, c'est 12 à 15 000 tonnes de déchets en plus. Et nous allons avoir la réforme, celle dite du socle commun. C'est-à-dire, on va payer l'addition de l'échec d'Améthyste, depuis longtemps dénoncé, pour ceux qui ont suivi notamment nos actions. Et cette sanction, ça peut être 40 000 tonnes de compost OMR qui sort actuellement et qui devra aller en décharge. La flambée des coûts, des tonnages, c'est donc 15 000 tonnes, mais c'est aussi des 40 000 tonnes. Et ça n'arrive à aucune autre métropole que la nôtre, sur ce mandat. Gardons en tête la flambée des tonnages. Passons à la flambée des coûts. La flambée des coûts, c'est l'augmentation du prix des exutoires. Les exutoires, c'est-à-dire la décharge et l'incinération, sont de plus en plus contraints. Autrement dit, les prestataires montent les prix. Et cette flambée à la renégociation de tous les contrats pour la mise à l'enfouissement ou à l'incinération va flamber dans ce mandat. Flamber des coûts pour les exutoires. Mais ça n'est pas tout. La TGAP va flamber. L'État étrangle les collectivités en fin de chaîne. S'il n'a pas fait grand-chose, l'État, sur la prévention des déchets, s'il n'a pas fait grand-chose pour aider à la mise en place de tarification incitative des déchets, il est bien présent pour augmenter les taxes sur les incinérations, augmenter les taxes sur les décharges. Ce sera à coût de millions d'euros de surplus à verser par nos collectivités pour brûler et enfouir. Nous aurons une augmentation du coût des contrats de collecte dans ce mandat. Nous aurons, vous le savez, la ZFE impose des changements de motorisation nécessaires. Il faut y penser en termes de coûts.
Nous aurons aussi une mutualisation que nous avons faite et qui a déjà été présentée sur la collecte et le nettoiement, qui, pour améliorer le service de nettoiement dans toutes les communes de la métropole, va quand même créer un surcoût de 2,5 millions d'euros par an pour sa restructuration. Je pense que la liste des surcoûts et des risques économiques est assez claire pour tout le monde, pour se rendre compte que nous allons faire face à un véritable tsunami. Il y a une équation environnementale, et là, je ne vais pas la développer par le menu. Tout le monde a bien conscience de la pollution que provoque notamment la politique de déchets, qui, ne l'oublions pas, commence à la production des biens de consommation, à leur consommation et à leur élimination. Et cela crée des pollutions pour l'eau, pour les sols, pour l'air, directement ou indirectement, quand on enfouit, quand on brûle, ou quand on transporte les déchets et qu'on les exporte très très loin de notre terre métropolitaine. Il y a les impacts sur le climat que nous verrons tout à l'heure avec Isabelle et les plans pour le climat, bien évidemment. Il y a aussi la préservation des ressources naturelles. On s'aperçoit qu'il faut en finir avec cette folie du jetable, du plastique, de l'obsolescence programmée, du gaspillage alimentaire. Donc une équation environnementale auquel nous ne pouvons pas échapper, comme à l'équation économique précitée. Alors qu'en fait, nous allons nous apercevoir que dans notre politique, le fait de trier les biodéchets, le fait de valoriser les déchets verts, qui avant étaient considérés comme des déchets et qui maintenant seront envisagés comme des ressources, vont permettre de rendre à nos sols la matière organique qui permettra de créer à la fois un amendement, mais de lutter contre le ruissellement et les inondations, de permettre des circuits courts pour l'alimentation au niveau agricole. Et n'oublions pas l'effet sur le climat d'une politique qui dépose quelques centimètres de compost sur les terres. C'est ce qu'on appelle le 4 pour 1000, et ça capte le carbone, ça stocke. Donc, n'oublions pas toutes les externalisations positives que va mener la politique de notre stratégie zéro déchet. Et je ne voudrais pas oublier l'équation solidaire et sociale. Parce qu'il faut que vous sachiez que, à aucun moment, il nous échappe de corréler étroitement les problèmes, notamment des familles modestes, avec notre politique. Que ce sont toujours les plus modestes qui sont les plus impactés par les hausses des taxes. Si nous ne changeons pas de politique, il faudra irrémédiablement augmenter les taxes. Les taxes, ce type de taxes, pénalisent toujours les plus modestes. Donc quand j'entends, et je pense que ça fera même partie objet de notre débat, qu'une tarification incitative qui n'est pas une nouvelle taxe, qui est une taxe incitative, vient pour pénaliser les milieux les plus défavorisés, je peux vous dire que c'est là aussi ne pas considérer l'attention que nous portons à l'équité dans l'établissement de cette taxe. Et solidaire, parce qu'il n'y a pas une politique de déchets qui créera plus d'emplois, qui n'en a jamais créé d'ailleurs. N'oubliez pas que le traitement industriel des déchets, quand il crée 50 emplois, on en parlait 500 à 600 avec une politique telle que la politique de la stratégie zéro déchet. Parce que c'est une politique qui permet de créer des emplois solidaires, des emplois d'insertion, des emplois pour les personnes en situation de handicap. Et nous avons déjà commencé à le faire. Donc, cette politique, nous allons la mettre en place. Alors comment ? On a 4 objectifs et 100 mesures. Alors, je ne vais pas, bien évidemment, vous détailler les 100 mesures. Les objectifs, on peut les décrire rapidement, à moins que le président me donne l'intégralité de la séance, mais je ne pense pas. Les 4 objectifs, une optimisation de la collecte et de la captation des flux, premier objectif. Le deuxième, c'est une amélioration des performances de valorisation et de filières de traitement. Le troisième, c'est une politique de prévention, de sensibilisation et d'incitation adaptée au changement de comportement. Le quatrième objectif, c'est une dynamique d'économie circulaire à stimuler et à structurer. Cette politique, avant que l'on revienne juste avec Célia Serrano, qui m'accompagne sur cette politique, pour tout le volet prévention, sensibilisation, économie circulaire, et que je veux remercier encore avec les services pour leur travail.
C'est une politique de contrôle des coûts. C'est une politique de prévention des déchets. C'est une politique d'économie circulaire avec de la création d'emplois. C'est une politique de captation de flux. C'est une politique de redéfinition des outils industriels. Il va falloir transformer Améthyste, modifier, améliorer Déméter, créer des plateformes de compostage, 2 à 3, créer des ressourceries sur la métropole, 3 à 4, redéfinir le périmètre réglementaire du service public pour les déchets d'activité économique. Quand nous disons que c'est une politique pour tous, c'est une politique que chacun doit s'approprier, mais auquel tous doivent participer, et pas seulement les citoyens, bien évidemment, les acteurs économiques aussi. Et il y a des déchets d'activité qui ne devraient pas être dans le service public. Il faut revoir ce cadre et nous allons pouvoir l'évoquer. C'est une politique qui doit être exécutée et pas seulement programmée. Nous y reviendrons aussi. C'est une politique, bien évidemment, d'investissement, comme on l'a dit, mais d'investissement de chacune et chacun d'entre nous. Et enfin, une politique de mutualisation, car on ne traite pas les déchets de la métropole de Montpellier à l'échelle de la métropole de Montpellier. On ne traite pas à l'échelle de 500 000 habitants, mais au minimum à une échelle d'1 million d'habitants. Et c'est pour ça que depuis mon arrivée et que le président m'a confié la délégation des déchets, j'ai commencé des contacts avec toutes les collectivités nous environnant pour que nous mutualisions nos process, que nous nous mettions ensemble sur une politique de tri, notamment des biodéchets, pour qu'ensemble, on puisse mutualiser des plateformes de compostage, des ressourceries et des projets. C'est à ce prix-là que nous réussirons à transformer radicalement les enjeux qui nous attendent. Je vais donner la parole à Célia sur la politique de prévention. Je voulais quand même que vous sachiez sur cette politique de prévention qui comprend énormément d'éléments et que Célia va détailler, c'est qu'il ne suffit pas de réduire le bac gris. Vous voyez, j'ai mis la cravate noire encore une fois, puisque j'avais annoncé que je comptais porter le deuil du sac noir. Il ne suffit pas de le réduire, ce bac gris, parce qu'on s'est aperçu que des collectivités très ambitieuses comme Besançon, qui avaient diminué de moitié leur bac gris, l'avaient en grande partie transféré dans d'autres flux. Et quand on regardait l'équation générale des déchets, il n'y avait pas une baisse sensible. Alors vous allez me dire, c'est extrêmement vertueux déjà de le faire, parce que le bac gris, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Ce qui est valorisé rapporte à la fois sur la matière et sur les éco-organismes. Donc c'est déjà un grand respect et un grand mérite à Besançon d'avoir lancé cette politique il y a une douzaine ou une quinzaine d'années. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons l'ambition d'emblée d'agir puissamment sur la prévention. Donc Célia, si tu veux bien, merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Sensibiliser. Notre objectif est d'aller vers le maximum de personnes, informer, communiquer, faire preuve de pédagogie partout et tout le temps. Il nous faut changer de comportement, il nous faut changer nos habitudes. Et parce que cela ne signifie pas renoncer, nous proposons des solutions constructives que si elles sont bien accueillies, changeront durablement notre consommation de déchets. À nous de permettre les bonnes conditions. Tout d'abord, informer. Trouver la bonne information, c'est aussi savoir de quoi il s'agit quand nous parlons de déchets. Qu'est-ce que nous mettons dans nos poubelles de couleur? Comment nos déchets sont collectés, transformés, ce qu'ils deviennent. Un vaste plan de communication sera présenté ces prochaines semaines, mais d'abord, faisons preuve de pédagogie. Remettre du sens dans notre perception des déchets, c'est expliquer. Remettre sur le devant de la scène ces déchets trop longtemps enfouis. Sensibiliser les futures générations est une nécessité. C'est déjà à l'œuvre dans les temps scolaires et nous souhaitons construire avec les communes des temps sur les centres de loisirs. Dans les restaurants scolaires, c'est sensibiliser les agents et les animateurs et les animatrices à jeter les restes alimentaires dans la poubelle orange pour que nous puissions capter des tonnes, parce que quand il s'agit de déchets, il s'agit de tonnes. Si ces déchets alimentaires sont envoyés
dans la bonne poubelle, ils sont envoyés à Métiste et deviendront une ressource du compost. Quand les équipes le font ensemble, avec l'aide des enfants sur place, et ils y sont volontaires, nous le voyons déjà sur place, l'objectif commun est atteint et la mission est remplie. Mais c'est aussi travailler avec les prestataires pour réduire le gaspillage alimentaire à la source et donner les moyens de continuer à la maison. Parce que culpabiliser les gens, c'est non. Œuvrer et trouver les solutions ensemble, c'est cela notre objectif. Mais parce que les enfants ne peuvent pas éduquer les parents, nous souhaitons toucher les familles, et plusieurs ateliers sont déjà dans ce sens-là. C'est également proposer des actions vers les commerçants, dans les marchés, dans les lieux de travail et dans nos maisons communes, dans nos événements aussi communs. Faire preuve de pédagogie, c'est expliquer qu'un gobelet en carton a un coût écologique supérieur à un gobelet en plastique. Il faut que tout le monde soit acteur de sa consommation. Mais c'est aussi proposer un système mutualisé d'éco-cups, par exemple avec les clubs sportifs. Nous allons proposer un système avec une éco-cup qui ne sera pas un objet de marketing et qui ne sera donc pas pris pour être oublié dans des tiroirs à la maison. Ces systèmes d'éco-cup auront un QR code qui, quand il sera flashé sur un site, donnera les informations de ce site, par exemple au match de handball. Le lendemain, si nous allons à un match de rugby, nous allons retrouver la même éco-cup. Et si nous flashons le QR code, nous aurons les informations du club de rugby. Et partout, nous ferons cette même mutualisation. Cette éco-cup, elle est avec un plastique durable et elle est refondable 9 fois. Donc elle a une durée de vie quasi infinie. C'est ça aussi, proposer des solutions. Outre cette mutualisation, plusieurs actions sont prévues, notamment un vaste plan de communication et justement proposer des événements. Changer les comportements, changer nos habitudes, c'est ne plus jeter et penser à donner une seconde vie. L'économie circulaire vise à passer d'une société du tout jetable, et c'est important de se confronter au jetable, basée sur une économie linéaire qui est extraire, fabriquer, consommer, jeter, à cette économie circulaire permettant de réduire la consommation et de ressources et la production de déchets. Là aussi, faire preuve de pédagogie, expliquer, rassurer. C'est distribuer aux étudiantes boursières, celles qui le souhaitent, des protections périodiques lavables et durables. C'est proposer aux familles qui le souhaitent le recours aux couches lavables et sensibiliser à cet usage à travers d'actions de sensibilisation auprès des crèches et des assistantes maternelles. Un bébé, de sa naissance à ses 2 ans et demi, produit 1 tonne de couches jetables. En lavable, c'est entre 10 et 30 couches sur cette même période. Ici, on touche à une mesure de santé pour éviter la présence de perturbateurs endocriniens, à une mesure financière, les jetables sont 3 fois plus coûteuses sur la période, et un gain environnemental. Et non, personne ne revient en arrière. C'est ça aussi faire preuve de pédagogie, c'est vous montrer que non, nous ne revenons pas en arrière. C'est soutenir l'esprit Réquipe, c'est soutenir MRBC, c'est permettre à la consigne, comme Hoc Consigne, Bocdoc ou Loupit, de se développer. Vous l'avez saisi. Nous allons remettre du sens à nos pratiques, nous allons parler de notre consommation, nous allons proposer tous les outils et tous les moyens pour la réduire. Mais nous allons avoir besoin de tout le monde. De vous, collègues élus, pour communiquer auprès de vos concitoyens et concitoyennes, mais aussi faire preuve d'exemplarité. De vous, journalistes, pour relayer, expliquer, en parler. De vous, acteurs économiques, de vous, citoyens et citoyennes qui nous écoutez. Et vous verrez, ça fonctionne. Lorsqu'on franchit le pas d'un composteur de quartier, lorsqu'on passe au couches jetables, lorsqu'on achète dans une ressourcerie, lorsqu'on s'y met, ça fonctionne. Notre politique aussi solidaire et sociale, comme l'a dit François, parce que nous ne souhaitons qu'une seule chose, c'est économiser à toutes les échelles. Ce ne sera pas facile, mais nous y avons toutes et tous à y gagner. Et c'est à nous, politiques, de convaincre, et c'est à nous, citoyens et citoyennes, de faire société. Dans ces temps obscurs, faisons société. Faisons ensemble, et ensemble, soyons fiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Serrano. Merci, François, pour cette présentation. J'ouvre la discussion sur ce sujet, sur la délibération qui présente donc 100 actions très complètes. Merci, Madame Jiménez. Peut-être, Monsieur Vasquez, quelques éléments. Oui, eh bien, merci, Clara.
pour ton intervention. Alors, je vais commencer et je reviendrai après sur l'intervention d'Alenka. Alors, Clara, dire qu'en 2002, il ne fallait pas mettre un TMB et mettre un incinérateur, je pense que je ne vais pas être beaucoup plus long sur la réponse, étant donné l'impasse que représente en termes environnemental et économique, puisqu'on vient de le dire précédemment, le fait que la flambée des coûts de l'incinération vont être une impasse à la fois économique et environnementale, et le fait surtout, parce que là, pardonnez-moi, mais ça montre une méconnaissance totale du sujet des déchets. Quand vous traitez les déchets d'une métropole et que vous choisissez un outil industriel pour remédier à cela, que faites-vous? Vous dimensionnez un outil industriel. Et que faites-vous quand vous dimensionnez un outil industriel? Vous le surdimensionnez. C'est toujours le cas. Vous pouvez aller dans toutes les métropoles, vous pouvez étudier toutes les situations, les outils industriels sont surdimensionnés. Je l'ai dit en 2004-2005. Améthyste s'est ouvert en 2008 avec un tonnage de 210 000 tonnes. On n'a jamais dépassé 120 000 tonnes. Quand vous faites un incinérateur, Clara, on ne le fait jamais pour 50 000 tonnes. Il faut qu'il soit rentable. On va le faire pour 100 000 tonnes. Quand on met un incinérateur pour 100 000 tonnes, qu'est-ce qu'on fait? Pardonnez-moi l'expression vulgaire, on flingue toute politique de prévention, toute politique de tri. Et pourquoi? Parce qu'il faut nourrir le monstre. Parce que vous l'avez conçu, vous l'avez acheté, vous l'avez financé pour brûler 100 000 tonnes. Vous croyez qu'il va se contenter de quoi? Autrement dit, vous paralysez l'idée même d'une politique de prévention, l'idée même du tri. C'est ce que j'ai dénoncé en 2005 en disant que le TMB était une impasse. Parce que le TMB l'a démontré. On a fait croire qu'on avait une structure qui allait trier et qui allait valoriser. Et qu'est-ce qu'on a vu? En 2010, on triait 4 kilos de biodéchets par habitant et par an. En 2018, on en triait 9 kilos par habitant et par an en 2010. On n'en triait plus que 4 en 2018. Améthyste a paralysé le geste de tri, était totalement contraire à la politique de tri des biodéchets qui maintenant est mise en avant par la politique nationale. C'est une obligation réglementaire. Donc, pardonnez-moi, mais quand on dit que voilà, on avait une solution en 2002, c'était l'incinérateur, voilà, c'est un peu court. J'entends parler après, Clara, de supériorité du privé. Je ne vois à aucun moment dans la stratégie qui est mise en place où il est fait état de la supériorité du privé. La politique zéro déchet, c'est justement une politique qui se désengage des grands outils industriels. C'est une politique qui remet en premier plan toutes les initiatives comme le compostage de proximité, comme la valorisation des biodéchets, qui sont des méthodes ancestrales, qui sont des méthodes qui rendent à chacun le pouvoir sur la gestion de ces déchets. Donc dire qu'on a une supériorité du privé, c'est encore une fois une absurdité. Et après, j'entends parler à la fin qu'il faut faire confiance au monde scientifique. Mais qu'est-ce qu'on doit conclure? Que veut dire qu'il faut faire confiance au monde scientifique? C'est-à-dire qu'il faut voir les scientifiques des déchets? Il faut leur demander une nouvelle machine miracle pour nous valoriser les produits, les plastiques mélangés, les biodéchets mélangés aux toxiques, pour faire encore un produit qui soit un produit bon pour la décharge et l'incinération? C'est ça l'intérêt scientifique? Est-ce qu'on n'est pas en train de se mordre la queue en revenant sur la solution industrielle du privé et se remettre pieds et poings liés au lobby des déchets? Donc, moi je veux bien qu'on envisage beaucoup de choses comme ça. J'entends parler après de comment culpabiliser les étudiants, comment culpabiliser les habitants. Mais il n'est jamais question de culpabiliser, il est question d'informer. C'est quand même incroyable que quand on pense à informer, à rendre chacun à son rôle civique, on associe ça à une culpabilisation. C'est quand même fabuleux. Je ne vois pas en quoi, en plus, parce que je sais que c'est toujours l'argument, je ne vois pas en quoi des familles modestes seraient dans l'incapacité de comprendre l'intérêt d'un geste de tri. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut avoir un niveau supérieur d'études pour comprendre la nécessité de trier? Quand j'entends parler aussi
que nous allons stigmatiser et faire payer les milieux les plus modestes sur la taxe. Mais le geste de consommation, si on peut admettre, et ça je l'admets bien volontiers avec vous, que les personnes au milieu modeste ont d'autres préoccupations, ça je veux bien l'admettre, que le tri des déchets. Si on me dit ça, je veux bien l'admettre. Mais quand on donnera une compensation sociale et qu'on expliquera qu'avec le tri, on fait baisser la facture, on va comprendre que chacun y gagnera, et particulièrement les milieux plus modestes, et particulièrement dans ces quartiers où justement les déchets sont un préjudice en termes de propreté et de salubrité, parce que quand on ne trie pas ces déchets, on les a sur les voiries, on les a sur les chaussées, on les a en bas des immeubles. Ceux qui sont le plus frappés par ça, ce sont les milieux modestes. Et j'avoue que je réagis assez mal quand on me parle de familles nombreuses, on était 8 chez ma mère, et de familles modestes. Donc, je trouve que ce sont des arguments faciles. Je sais que nous sommes en période électorale et je le pardonne volontiers. Maintenant, pour ce qui est de l'éco-conception et de la consommation, et bien évidemment, la meilleure façon de responsabiliser les producteurs, je vais vous le dire, quand vous poussez une politique, une stratégie zéro déchet jusqu'au bout, comme l'ont fait Rossano, Ercolini, en Italie, vous vous apercevez qu'à la fin, il vous reste quasiment plus rien dans le bac gris. Il vous reste 5, 10% de ce qui est actuellement dans nos bacs gris. Et qu'est-ce qu'ils font, les Italiens, Ercolini, d'une stratégie zéro déchet? Ils regardent les déchets qu'il reste dans le bac gris. Et ils remontent aux producteurs en leur disant, regardez, ceci se retrouve in fine, malgré toute ma politique, dans les refus. Et ils arrivent à changer les modes de production. Mais il faut commencer par se responsabiliser aussi pour pouvoir agir en feedback. Je vais venir maintenant sur Alenka, qui était très inquiète. Très inquiète sur l'établissement d'une politique. Il est bien évident, et je l'ai dit dans mon préambule, qu'il est indispensable de phaser, de mettre des échéanciers et des priorités. Nous n'allons pas décliner les 100 mesures de front, toutes au même niveau. Nous avons des priorités. Elles sont clairement définies. Nous allons mettre des budgets, et il est vrai, Alenka, qu'il faut des moyens humains pour les mettre en place. Il est vrai. Il est vrai qu'il faut une mobilisation générale depuis les élus, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, les associations et les citoyens. C'est à ces deux conditions, les moyens humains et la responsabilisation de chacun, que nous y arriverons. Mais, pardon Alenka, quand j'entends que la solution, ce serait la récupération de chaleur en local, c'est là que je m'aperçois que celui qui devait faire le programme des déchets, Alenka, votre programme des déchets, c'était moi. Et visiblement, vous ne m'avez pas remplacé. Parce que je ne sais pas qui vous a mis cette idée en tête, que la solution des chaufferies CSR était une option. Que la récupération de chaleur en proximité était écologique. Sous prétexte d'éviter un transport. Est-ce que vous ne pensez pas, Alenka, que si nous mutualisons les outils déjà de production en locaux, nous avons un incinérateur à 7, un incinérateur à Lunel, qui brûle essentiellement de l'eau, des matières organiques. Si ceux-là se mettent au tri des biodéchets, si ceux-là nous donnent leurs biodéchets pour les méthaniser dans un méthiste que nous allons réformer, ils vont arrêter de brûler de l'eau. Et nous pourrons peut-être, je l'espère, leur donner nos déchets que nous n'aurons pas encore triés et incinérables, à incinérer en proximité, c'est-à-dire à Sète ou à Lunel, et non pas à Perpignan. Mais attention, Alenka, si on fait une chaufferie CSR, elle aura un tonnage minimum. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le surdimensionnement. Si on fait une usine CSR pour chauffer des plastiques qui paraît tellement belle, on va mettre un tonnage de 40 000 tonnes. Je le dis déjà, ça n'ira pas au-dessus, parce que les normes de rejet dans l'atmosphère ne le permettront pas en termes de pénalité. Et j'attire le fait que la filière CSR, comme je l'ai affirmé en 2005 sur la filière TMB compost, sera un échec économique et environnemental. Alors j'ai annoncé en 2005 pour Améthyste, tous les faits ont donné raison, 2 rapports de la Cour des comptes dessus, et la politique nationale par-dessus. Et bien maintenant, je vous annonce, et vous pouvez en prendre acte,
que la filière CSR sera un échec économique et environnemental dans lequel je ne veux pas engager la métropole de Montpellier. Brûler les plastiques à 40 000 tonnes, Alenka, ça veut dire refuser de baisser les plastiques. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on crée un outil pour cela, il dissuade la politique en amont. Alors je sais bien qu'au fond, on se dit qu'il y a du pragmatisme à avoir. Je sais bien qu'au fond, on sait qu'on ne va pas là, dans 4 ans, tout régler. Mais attention de ne pas commencer à nous tirer une balle dans le pied d'emblée. D'emblée par un outil qui va déjà paralyser. À quoi ressemble un vice-président de métropole qui lance la métropole sur une politique zéro déchet et qui budgétise de l'incinération? Moi, je pose déjà cette question sur le principe. Je pose déjà cette question sur la question du sens. On veut donner du sens aux gestes de prévention et aux gestes de tri depuis le début jusqu'à la fin. Il faut être cohérent par rapport à cela. Nous tirerons les conséquences et les conclusions de l'engagement, mais le virement de cap, s'il est puissamment réalisé par chacun, va être spectaculaire. Je vais laisser peut-être le président répondre sur les autres versants, mais je tiens à dire que le plan, c'est maintenant qu'il démarre. Les résultats, on ne pouvait pas les avoir hier. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais apporter quelques éléments en complément sur cet enjeu. Les déchets, c'est la compétence de la métropole et c'est une compétence exclusive. Nous l'avons souvent dit ici, nous sommes au pied du mur. Nous les exportons suite à une décision passée qui impacte lourdement les finances de la métropole. Donc nous avons l'obligation d'agir, et c'est le sens de cette délibération qui pose 100 objectifs qui visent à nous aider collectivement à changer de paradigme. Et disons-le, soit le chiffre qui a été donné tout à l'heure par M. Vasquez sur le tri du verre, 5000 tonnes de verre qui sont dans le gris, si on les met dans les points d'apport volontaires, c'est 2 millions d'euros d'économie. Et c'est plus vertueux d'un point de vue écologique parce qu'aujourd'hui, ils sont soit enterrés loin, soit incinérés, et cela prend du temps. Et notre performance de recyclage du verre est très faible. C'est à peine, je parle sous ton contrôle, 55% de verre que nous réussissons à recycler sur la métropole. Nous avons aujourd'hui une stratégie à redéfinir parce que nous avons une usine pour améthyste sur les biodéchets et c'est pour ça que nous proposons de revoir les modalités de collecte. C'est pour cela aussi, et je reprends ce que tu as dit, nous travaillons sur la coopération territoriale autour des déchets avec les autres intercommunalités. Et ça, c'est essentiel. Le qui fait quoi ? Nous pouvons prendre en charge du biodéchet, le valoriser avec améthyste, et inversement, d'autres territoires peuvent prendre d'autres types de déchets. De la même manière, nous travaillons sur des ressourceries communes. Je pense là à celle du Pic Saint-Loup. Bref, nous avons ces enjeux. Je veux aussi le dire ici, nous devons prendre nos responsabilités. Et dans la délibération, je pense qu'il faut assumer les choses. Dans les zones d'activité économique, nous étions une des rares métropoles à collecter les zones d'activité économique. Et nous allons les inviter à se responsabiliser. Ce sont des opérateurs autres qui assumeront cela. C'est un choix important et d'ores et déjà, ça nous aidera à valoriser le tri. Nous allons également... Toutes les actions de sensibilisation vont être au rendez-vous. Nous-mêmes, comme collectivité, être exemplaires dans les marchés publics avec le SPASER. Nous avons signé un accord cadre avec la filière du BTP. Bref, c'est tout un certain nombre d'actions qui nous permettent d'engager cette stratégie de réduction des déchets, plus de collecte du biodéchet, plus de jaune, et tout faire pour réduire la part du gris qui a vocation
qui, si elle est trop importante, nous coûte et écologiquement est dramatique. Nous avons pour cela cette feuille de route. Et je veux le dire ici très clairement, François Vasquez et Célia Serrano ont travaillé. Nous nous sommes l'administration staffée. Je veux saluer ici le directeur Vincent Bimbard qui aura la responsabilité de mettre en œuvre sa feuille de route. Lors des votes sur les tableaux des effectifs, nous avons créé 20 ETP pour accompagner cette stratégie. Ça n'est pas un petit choix en termes de moyens. 20 ETP n'est pas un petit choix en termes de moyens. Nous sommes d'ailleurs confrontés à quelques tensions de recrutement avec d'autres collectivités. Il faut dire les choses de manière transparente comme elles sont, parce que tout ne se fait pas d'un claquement de doigts, sinon ce serait facile, enfin les Yaka Faucon sont légion. Nous allons également mobiliser nos bailleurs. J'ai beaucoup pour accompagner toute la prévention autour du tri. Et ACM, Héros Habitat notamment, vont s'engager là-dessus, et partout dans les communes, dans le parc social, s'organisent des lieux de compost comme pratique sociale à valoriser, tout comme nous allons réunir l'ensemble des syndics pour les sensibiliser une fois que les nouvelles modalités de collecte seront définies, parce que ce sont des acteurs. Et à travers ça, je veux montrer que c'est tout le territoire qui doit être partie prenante d'une stratégie de réduction des déchets. Dans ce document ne figure pas la proposition d'un incinérateur, comme vous l'avez évoqué, Madame Doulin. Et pour les raisons qui ont été utilisées par M. Vasquez, nous ne faisons pas ce choix. Et d'ailleurs, si je proposais à cette Assemblée qui est candidat pour prendre un incinérateur, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de doigts qui se lèvent. Non, non. Le maire de Latte, il accompagne le développement de Maera, il porte beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de candidats, donc ça ne figure pas. La stratégie qui est la nôtre, c'est d'essayer résolument d'engager la réduction des déchets. Il y aura, et c'est dans la délibération, la mise en place d'une fiscalité incitative. Quel est son enjeu ? Avec une dimension sociale. Quel est son enjeu ? Parce qu'aujourd'hui, que se passe-t-il ? Celui qui trie, celui qui fait l'effort, celui qui fait le jaune, celui qui écrit souvent à la métropole et qui dit « Donnez-moi de manière plus précise les informations, où est le PAV, etc. » il paye la même chose que celui qui ne fait pas l'effort. Et donc cette question de la responsabilisation face à ce déchet ne peut pas être exclusivement celle des élus du Conseil de métropole, elle doit être collective. Et donc nous aurons une délibération à prendre pour progressivement aller vers une fiscalité incitative. C'est un choix fort du territoire, nécessaire du territoire. Nous aurons également comme enjeu sur cette question des déchets les coopérations avec les autres intercommunalités. Ça a été évoqué, ce sera stratégique et nous travaillons. Je ne dis pas que tout est réglé, mais nous travaillons. Nous aurons aussi un enjeu, et je veux saluer les nombreux maires qui sont engagés là-dessus, à agir sur la délinquance environnementale, qui est un fléau. C'est quoi la délinquance environnementale ? Nous avons des déchetteries. Nous avons dans la métropole des déchetteries avec un programme de rénovation. Nous avons des agents qui tiennent ces déchetteries, avec des horaires. Et il y a des gens qui s'affranchissent des règles et qui, dans les vignes, qui en certains endroits, déversent leurs déchets, polluant nos cours d'eau, nous en parlions tout à l'heure, dégradant l'environnement. Ce n'est pas un phénomène propre à Montpellier, c'est un phénomène qui est propre au pays et qui a même tué un de nos collègues maires dans le Var l'année dernière parce qu'il avait rappelé les règles élémentaires de vie en société. La question de la délinquance environnementale va donc nous mobiliser. Elle nous mobilise d'ores et déjà à travers la coopération entre nos polices municipales, à travers la mobilisation, et j'en remercie
ici le général Laniel, sur la zone gendarmerie, pour essayer d'agir. Et d'ailleurs, un certain nombre de sanctions, déjà, monsieur le maire de Fabrègues, ont pu être posées. C'est un délit. Tout comme la délinquance environnementale dans l'espace public, où on pose sa machine à laver, son réfrigérateur sur l'espace public, où on attend qu'il y ait les bonnes poires de fonctionnaires qui viennent ramasser les déchets. Il existe des déchetteries, il existe des lieux de recyclage, il existera de plus en plus de ressourceries. Et les maires, et c'est à cela que je faisais allusion tout à l'heure, ont pris des dispositions d'amende de plus en plus élevées. Nous en prendrons au prochain conseil municipal à Montpellier. On ne peut pas laisser cette impunité est aussi un surcoût dans la gestion des déchets, est aussi une problématique dans le tri. Et je le dis, la métropole prend sa part, mais il faut qu'un certain nombre d'acteurs, et j'ose le terme, d'individus, se responsabilisent. Au conseil municipal de Montpellier, à l'image de Madame le maire de Pignan, ou d'autres d'ailleurs, nous allons délibérer pour que les amendes soient plus élevées, merci pour ce ravitaillement, soient plus élevées. Car c'est aussi là un surcoût. Et les efforts de déchetterie, d'organisation qui sont les nôtres, ne rendent pas impossible de faire quelques kilomètres pour jeter convenablement ces déchets. C'est un fléau immense auquel nous sommes confrontés et qui participe d'une stratégie zéro déchet. Je voulais le dire un peu fort et la presse suit cela. Mais c'est facile aussi de dire « il n'y a qu'à Faucon ». Mais l'irresponsabilité de jeter n'importe où dans l'espace public, ça participe à la dégradation de l'espace public et nous aurons donc des dispositions là-dessus. Alors, peut-on donner un objectif chiffré ? Peut-on donner un objectif chiffré ? On pourrait se challenger. Le choix qui est le nôtre, c'est de proposer l'ensemble de ces mesures, de donner des moyens importants à cette stratégie. 20 ETP et d'autres pourront venir en renfort, de mobiliser l'ensemble des acteurs, de mobiliser l'ensemble des maires, de faire changer nos pratiques, de faire évoluer nos choix de fiscalité. C'est comme cela que nous allons le faire. Et comment ça va se vérifier ? Eh bien, tout simplement sur le budget des déchets et notre capacité à réduire la normale lourde facture qui est la nôtre. Et dont François Vasquez, courageusement, a dit que si nous ne faisons rien, elle va nous impacter encore plus. Donc l'enjeu pour nous, c'est de trouver là des marges de manœuvre pour pouvoir dégager des marges financières à travers cette stratégie. Bref, il y a un cap, il y a 100 actions identifiées, un peu plus en fait, qui est une feuille de route pour l'administration. Je crois d'ailleurs, mes chers collègues, que si parfois on a pu présenter des choix sur les déchets, jamais une telle feuille de route dans sa globalité n'a été présentée, ni même débattue avec chacun des maires, chacun des acteurs concernés. C'est cela que nous proposons avec M. Vasquez et l'ensemble du bureau à votre délibération. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Qui ne prend pas part au vote ? Adopté. Dans ce document ne figure pas la proposition d'un incinérateur, comme vous l'avez évoqué, Madame Doulin. Et pour les raisons qui ont été utilisées par M. Vasquez, nous ne faisons pas ce choix. Et d'ailleurs, si je proposais à cette Assemblée qui est candidat pour prendre un incinérateur, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de doigts qui se lèvent. Il n'y a pas beaucoup de candidats, donc ça ne figure pas. La stratégie qui est la nôtre, c'est d'essayer résolument d'engager la réduction des déchets. Il y aura, et c'est dans la délibération, la mise en place d'une fiscalité incitative. Quel est son enjeu ? Avec une dimension sociale. Quel est son enjeu ? Parce qu'aujourd'hui, que se passe-t-il ? Celui qui trie,
Celui qui fait l'effort, celui qui fait le jaune, celui qui écrit souvent à la métropole et qui dit « donnez-moi de manière plus précise les informations, où est le PAV, etc. », il paye la même chose que celui qui ne fait pas l'effort. Et donc cette question de la responsabilisation face à ce déchet ne peut pas être exclusivement celle des élus du Conseil de métropole, elle doit être collective. Et donc nous aurons une délibération à prendre pour progressivement aller vers une fiscalité incitative. C'est un choix fort du territoire, nécessaire du territoire.